bien dans le bon groupe maintenant. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on avait commencé à introduire le cours de MCU, comprendre à quoi il sert. On avait réfléchi sur vos motivations, sur les raisons de mettre tous nos atouts de notre côté pour réussir cette année. On avait parlé du coût de l'éducation, les coûts privés, les coûts publics, les coûts d'opportunité. Okay. Donc j'espère que ça vous a fait un peu réfléchir et que effectivement le niveau de motivation est au top. Alors, je voudrais commencer aujourd'hui en vous demandant de remplir un petit questionnaire. Voilà. Oui, est-ce que vous pouvez tous prendre... vous avez une feuille? Tout le monde a des feuilles? Parce que j'aimerais bien que vous répondiez à ces questions que je vais poster chacun personnellement. Et puis vous me rendez cette feuille, d'accord? Mais c'est anonyme, donc vous ne mettez pas votre nom. Donc vous répondez honnêtement. Mais par contre, je les reprends parce qu'à la fin du cours, je vous les rendrai. Alors je les mettrai à disposition, je les mettrai sur les bureaux et puis chacun reconnaîtra son écriture, d'accord? Moi, je répondis librement. Moi, je ne sais pas qui a répondu quoi. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc c'est quelques questions sur comment je me situe aujourd'hui, et puis on verra à la fin du semestre si vous étiez dans le bon, s'il y a eu, voilà, évaluer un peu votre évolution, votre parcours. Bon, vous allez voir, c'est un questionnaire très simple. Donc, je vous laisse 5 minutes. Alors par contre, il y a 2 pages, mais je vais mettre... Oui, les réponses, vous pouvez mettre juste le numéro de la question et puis votre réponse, ça suffit. Donc je mets les premières 7 et puis après il y en a... Voilà, ça va jusqu'à 15, d'accord? Il y a des questions très faciles, puis il y a des questions où voilà, vous réfléchissez un petit peu. Ça ne doit pas être très très long, hein, mais par exemple, pourquoi vous avez choisi LEA, ben c'est voilà, quelques idées. Oui. Oui, on avait un peu parlé la fois dernière avec ceux qui étaient là. C'était alors non, mais pas le lycée en particulier, juste effectivement. Donc, c'était je sais qu'il n'y a plus vraiment des filières maintenant, mais donc effectivement plus ou moins le parcours que vous avez suivi, est-ce que c'est plus scientifique, plus on avait vu la semaine dernière l'importance effectivement des filières potentiellement. On va expliquer la réussite. Bonjour. Bonjour. Il y a une interro, donc je rigole. Mais si vous pouvez prendre une feuille et répondre à ces questions, sans mettre votre nom, donc c'est juste pour vous, mais vous me le rendrez après. Ouais. Vous l'avez déjà fait dans l'autre groupe? Oui. D'accord. Et vous l'avez rendu? Non, je l'ai gardé. Et vous l'avez encore là? Non. D'accord. C'était exactement la même question? C'était le groupe de Madame Fabre? Je sais pas. Ça va. Mais ça va. Mais vous me l'apporterez la prochaine fois alors? D'accord.
la question si, j'aurais pu mettre un score aussi. Peut-être vous pouvez faire plus que juste oui, non, oui ou non. Vous pouvez quand même mettre quelques mots. Plutôt oui, plutôt non. Vous pouvez mettre un peu des graduations quand même. Vous mettez la deuxième page? Non. Bon, vous pouvez vous souvenir des questions? Vous êtes à la trentaine. Bon, je la remettrai ici pour vous. Donc 6, c'est bien préparé. C'est ensuite la probabilité de réussite. La première année d'études. Alors les questions sur les matières ici, au minimum indiquer langue A, langue B, domaine d'application, mais idéalement essayer d'être un peu plus précis, surtout pour le domaine d'application. Est-ce que c'est plutôt voilà, droit et cogestion au moins? Ou si vous avez déjà regardé attentivement votre programme, vous pouvez donner vraiment le nom du cours en particulier.
Ok. Monsieur, Oui. la question 15, combien de temps par semaine pensez-vous consacrer à l'étude? C'est chez nous ou... Non, ça peut être ici aussi. Mais donc, en dehors de juste suivre les cours, mais si vous allez à la BU pour étudier, ça compte. Ou, D'accord. Donc l'idée c'est de vous avoir fait un peu effectivement réfléchir à un espèce de diagnostic sur votre situation actuelle et puis de voir avec du recul de reprendre ça à la fin du semestre et voir le chemin parcouru. L'idée aussi c'est évidemment, je vous demande de réfléchir sur des faiblesses éventuelles, c'est aussi de commencer à évidemment dès maintenant prendre des mesures pour y remédier, sans attendre la fin du semestre évidemment. Okay, donc continuez à réfléchir à ces questions et surtout à être conscient de ce que vous avez répondu pour prendre en tirer les conséquences et remédier à certaines faiblesses éventuellement par exemple. Je pense que c'est important effectivement que vous soyez lucide sur vos forces et vos faiblesses, sur vos objectifs. Plus vous avez clairement en tête vos objectifs, plus vous serez prêt à faire des efforts. Et donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment un exercice assez utile à faire et que vous pouvez refaire régulièrement. Et effectivement, on le refera nous juste une fois à la Ok, alors,
Et en parlant du coup de stratégie éventuellement pour remédier à certaines faiblesses, est-ce que tout le monde est au clair par rapport à... Tout le monde a bien reçu l'information des possibilités de bonus qui sont liées à une série d'activités que vous pouvez faire, dont des activités de renforcement de français et de langue, par exemple. Ça vous avez toute l'info ou pas? Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. De nouveau, c'est pas du tout obligatoire, c'est en fonction de ce que vous avez envie, de ce dont vous avez besoin. Mais en tout cas, c'est vraiment des possibilités intéressantes qui sont là pour vous. Donc il y a des possibilités en langue via le Céphale, il y a des possibilités en langue française, que ce soit écrit, oral, etc. Et il y a aussi une série d'autres bonus pour, par exemple, sport, culture, etc. Donc c'est des choses qui sont... et en plus, ça vous donne effectivement potentiellement un bonus de 0,5 points en fin d'année sur la moyenne, ce qui n'est pas forcément négligeable. D'accord? Donc, juste, je voulais vous rappeler ça. Pour ceux qui ont des questions, je pense qu'il y a de toute façon les informations sur le site de la NTU où je peux vous renvoyer les informations détaillées. Alors, aussi un point vraiment pour vous aider à bien lire les programmes de cours et les notes que vous allez recevoir en fin d'année, et comprendre aussi, vous aider à faire des espèces de stratégies effectivement d'études et de réussite. Alors juste donc vous avez tous reçu vos horaires, vos programmes. Je vais juste, vous n'êtes sans doute pas familier avec les codes d'enseignement, mais en fait ça peut vous aider à retrouver des codes, des enseignements, notamment par exemple sur un métis. Donc en fait tous les en LEA, ça commencera toujours par HED, et pour les domaines d'application en tout cas, étant donné que H c'est pour la faculté, donc notre UFR, ALSH, d'accord? Donc tous vos cours, en tout cas que vous prenez dans cette faculté, ça commencera toujours par H. Okay. Les deux suivantes, c'est la filière, et donc ici tous vos cours d'application ce sera HED, ensuite les cours d'anglais c'est HEA, et les cours de langue B, ben, ce sera d'autres lettres, mais donc tout s'y correspond à la même c'est vrai que LEA c'est un peu particulier, vous savez qu'il y a ces trois blocs.
ABI, donc absence injustifiée, ce sera une ABJ, absence justifiée. Dans ce cas-là, ça restera le même problème, on ne pourra pas calculer une moyenne, mais au moins, il y aura, vous ne risquez pas de perdre vos droits, par exemple, avec la bourse. Et le jury peut tenir compte, voilà, après dans leur décision finale, il peut un peu tenir compte des circonstances. D'accord? Donc au minimum, toujours justifier. Pour justifier, vous avez un temps très court. C'est vraiment, je pense, c'est 2 jours après l'examen. Donc pensez aussi à ça. Et si jamais, par contre, donc rappelez-vous aussi qu'il y a 2 sessions. D'accord? Vous avez une session de rattrapage. Donc, je pense que même si vous avez eu un grave problème de santé ou de votre famille à la première session, passez l'examen à la seconde session. D'accord? Normalement, il n'y a pas trop de raison d'être défaillant 2 fois de suite. Okay? Donc, de nouveau, attention aux défaillances et essayez de au moins passer l'examen en seconde session alors, dans ce cas-là. Ok? Alors, donc effectivement, donc, ah oui, c'est dans les 5 jours que vous devez justifier. Ok? Alors maintenant, donc, j'ai déjà commencé à mentionner donc, les différents statuts. Donc vous passerez donc, au mois de juin, vous passerez en 2e année, okay, dans 2 cas de figure. De nouveau, soit vous avez validé les 2 semestres, d'accord? Dans ce cas-là, évidemment, tout va bien. Et de nouveau, pour que les 2 semestres soient validés, rappelez-vous, il ne faut pas forcément que vous ayez plus de 10 sur chaque cours, puisque vous avez le système de compensation au sein du semestre, et puis même entre les semestres. Mais donc, si votre moyenne d'année est supérieure à 10, vous passez en L2 et puis c'est bon. Okay? Il y a une deuxième possibilité, néanmoins vous passez en seconde année, même si vous avez légèrement moins de 10, d'accord, en moyenne, vous pouvez néanmoins avoir le statut de AJAC, okay, donc être autorisé à passer en L2. Mais c'est un statut qui est accordé par le jury. D'accord? Donc en fin d'année, tous vos professeurs se réunissent. Il y a un président du jury, d'accord? En L1, c'est M. Chastagniret. Mais il y a tous vos professeurs qui sont là et qui regardent les relevés de notes de tous les étudiants. D'accord? Et en particulier des étudiants qui sont effectivement tout près de 10. Et dans ce cas-là, on va calculer le nombre d'UE, de crédits que vous avez validé. Okay? Pour passer un semestre, c'est 60. Pour passer une année, c'est 60 crédits. Okay? Si vous en avez validé 48, ou entre 48 et 60, okay? Dans ce cas-là, le jury peut vous accorder le statut de AJAC, c'est-à-dire vous autoriser à passer en L2, pour autant, mais vous demandez de rattraper. Vous devrez rattraper l'année prochaine les quelques cours que vous avez, les quelques UE que vous n'avez pas validés. D'accord? Donc l'année prochaine, vous aurez tous les cours de L2 plus les quelques cours de L1 que vous n'aurez pas validés. Donc ce serait une grosse année prochaine, mais au moins, voilà, vous n'êtes pas stoppé, vous pouvez continuer. J'insiste sur le fait que c'est une décision du jury, donc c'est pas automatique. D'accord? En général, le jury vraiment essaye d'être clément, mais voilà, donc de nouveau, clairement, la meilleure solution pour avancer, c'est la solution 1, mais la solution 2 est envisageable. Le deuxième cas de figure, c'est effectivement le statut. Alors, il y a 2 autres cas de figure. Il y a si vous n'avez pas validé 48 crédits, d'accord, donc vous ne pouvez pas avoir le statut de AJAC, mais vous avez quand même validé au moins 30 crédits, c'est-à-dire la moitié du semestre, en gros, la moitié des cours. Okay, la moyenne de l'année. Hein. De nouveau, le jury peut, il n'est pas obligé, mais peut vous accorder le statut de AJRE. On peut vous autoriser à suivre quelques cours de L2 déjà et à passer les examens. Et si vous les réussissez, eh bien, ce seront des UE qui seront capitalisés là aussi. Vous ne devrez pas les repasser l'année suivante lorsque vous passez en L2. Donc c'est une manière de, effectivement, pas perdre votre temps, par exemple, si vous avez réussi tout un semestre, par exemple, et commencer à déjà un peu alléger votre année suivante. Okay? Donc c'est aussi quelque chose qui cherche à vous aider à un peu étaler les choses sur 2 années. Okay? Si vous avez validé même pas 30 crédits, alors là, on ne peut rien faire pour vous, et effectivement, là, vous allez juste redoubler. D'accord? Et devoir tout repasser, tout ce qui n'a pas été validé. De nouveau, ce qui a été capitalisé, par contre, ça vous le gardez. D'accord? Ok? C'est clair, les différents statuts? Donc, si vous voulez, je peux même vous donner
donner un exemple, par exemple, de relevé de notes que vous aurez en fin de... que vous aurez en fin d'année. Alors, bon, donc vous avez tous vos cours, et donc on retrouve tout le nom des cours, et puis effectivement, vous avez les résultats sur chaque cours, d'accord, sur 20. On vous rappelle le nombre de crédits de chaque UE, et vous avez le résultat. Donc, soit, si vous avez plus de 10 sur 20, vous êtes admis. Okay. Si vous avez moins de 10 sur 20, vous êtes ajourné. Okay. Et si vous n'avez pas présenté, vous êtes défaillant. D'accord. Alors, vous voyez que par exemple, cet étudiant ici, au premier semestre, il n'a pas de défaillance, donc on peut calculer une moyenne du semestre. Okay. Et sa moyenne, elle est de 10,8. Okay. Donc, plus de 10 sur 20. Donc, le premier semestre, il est de toute façon acquis. Okay. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il doit redoubler, il ne repassera pas son premier semestre. Maintenant, on espère qu'il ne redouble pas. Qu'est-ce qui va se passer pour cet étudiant? Le problème, c'est que il n'a pas de moyenne du second semestre, d'accord? Parce qu'il a eu beaucoup de défaillances. Manifestement, il y a eu un gros problème là. Donc, on ne peut pas calculer de moyenne d'année, d'accord? Donc, on ne peut pas dire que son année a été validée. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder combien d'UE ont été validés, d'accord? Pour voir si on ne peut pas quand même lui accorder un statut, par exemple, à JAC ou à JR. Alors, combien de crédits il a validé? Il a validé tout un semestre, donc c'est 30 crédits. Okay. Et puis ici, on voit bien qu'il n'a pas validé le semestre, mais on peut compter toutes les UE individuellement qu'il a validées. Et on voit qu'il a validé, alors le domaine d'application ici qui donne 6 crédits. Il a validé la macroéconomie et l'espagnol, donc c'est 6 autres crédits, donc 12. Et l'italien, on est à 18. Okay. 30 plus 18, 48. Donc il est tout juste pour avoir le statut à JAC. Okay. Et effectivement, dans ce cas-ci, donc c'est un cas où le jury pourrait décider de le passer en L2. Et il devra repasser quoi? Il devra repasser tout ce qu'il n'a pas validé, c'est-à-dire le droit, les 2 cours de droit ici, l'anglais, d'accord? Tout ce qui n'a, tout là où il n'y a pas les crédits qui ont été validés, d'accord? C'est clair? Mais donc, évidemment, par contre, c'est vraiment dommage parce que s'il avait eu s'il n'avait pas été défaillant, s'il avait eu même un 3, un 4 sur 20 quelque part, il est fort probable que les 2 semestres auraient pu se compenser parce qu'il avait quand même pas mal. Bon, c'est pas génial, mais bon, il avait quand même presque 11 sur 20 au premier semestre. Donc, il pouvait même se permettre d'avoir 9 sur 20 au deuxième. Okay. Donc, de nouveau, une illustration concrète de l'importance d'essayer de présenter les... Ok? Mais bon, vous aurez tous un relevé note bien meilleur que celui-là. Et donc voilà, vous voyez qu'effectivement, son statut, la personne là, le jury lui avait effectivement donné un statut d'agent. Okay. Mais son résultat d'admission, c'était défaillant. D'accord. Il n'a pas de moyenne d'année. Okay. Alors, donc on a 3 notes, d'accord. Les 3 notes, ce sera 1, le TP de la BU en octobre, okay. 2, l'oral de présentation de la question de recherche, 3, le dossier documentaire, okay, qui sera à rendre en fin d'année, et c'est un travail de groupe. Okay. Donc, le travail de groupe, eh bien, il sera sur... donc, il y a tout, dans le document, on vous explique en détail ce qu'on attend de vous, le plan du travail à faire, etc. Et donc, par contre, on veut que ce soit,
que tout le monde ait un grand thème général, d'accord, travaille sur le même grand thème général. Et cette année, on a choisi un thème ultra important et ultra actuel, qui est effectivement l'écologie, la transition écologique, le développement durable. D'accord? Mais c'est un thème sur lequel vraiment qu'on peut prendre par plein d'angles différents. D'accord? Donc on peut y regarder des aspects juridiques, des aspects humanitaires, des aspects économiques, des aspects de gestion de RSA, etc. Il y a des conséquences pour le marché du travail, il y a des conséquences sur l'énergie, il y a des conséquences sur plein de choses, d'accord, sur les déplacements. Et donc, l'idée, c'est que progressivement, vous commenciez déjà, donc je vous l'introduis là, et vous commenciez déjà à tout doucement réfléchir à des thèmes qui pourraient vous intéresser, en sachant que ce qu'on va vous demander de faire, c'est de trouver une question de recherche, donc une question qui vous intéresse particulièrement sur ce thème-là. Et sur cette question, eh bien, vous allez du coup chercher des sources, des documents, des statistiques qui vous permettent de répondre à cette question. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle un dossier documentaire. C'est, dans un premier temps, il va falloir vraiment bien définir votre question de recherche. D'accord? La question sur ce thème-là qui vous intéresse, sur lesquelles vous voulez chercher des réponses en vous renseignant. Lui donner un peu de la chair, donc c'est-à-dire vous allez réfléchir, avoir une réflexion un peu théorique sur cette question-là. Quelles sont les composantes, quelles sont les conditions, qu'est-ce qui détermine un résultat positif ou négatif sur votre question, etc. Okay. Vous allez réfléchir un peu à la méthodologie. Est-ce que je vais aller chercher des données? Est-ce que je vais regarder des textes de loi? Je vais aller interroger telle personne, etc. Okay. Et puis, progressivement, effectivement, vous allez vous construire un dossier documentaire, okay, avec une série de sources qu'on vous demande de joindre au dossier et de synthétiser. Vous allez synthétiser les arguments des différents documents que vous allez trouver. Okay. Et donc, je pense que donc l'idée, le groupe, c'est un groupe de 2 à 3 personnes. Donc, vous pouvez commencer à déjà réfléchir sur des grands thèmes qui vous intéressent, enfin, ou plutôt des sous-thèmes de ça, et déjà vous parler entre vous pour la constitution des groupes. D'accord? On va se laisser un peu de temps. J'ai fait un document participatif Google Drive qui permet de chacun commencer à remplir la composition des groupes et de le modifier. Et tout le monde y a accès, donc on peut commencer à... Donc, quand vous commencez à avoir des idées, vous pouvez déjà aller... Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre note de ça, c'est aussi sur Améthyste, d'accord? Je vous demanderai de remplir ce document, mais de nouveau, ça ne doit pas être fait demain, on peut se laisser encore un peu de temps, mais vous pourriez déjà aller au moins mettre votre nom, votre prénom, okay, comme ça j'ai une liste, c'est bien. Et puis après, vous verrez, j'ai mis une colonne qui vous demande quelques grands thèmes qui vous intéressent, sans mettre le sujet précis de votre travail encore, mais juste les thèmes, comme ça, éventuellement, les personnes qui sont intéressées par le même thème, elles peuvent peut-être vous se rapprocher de vous, etc. Okay. Et puis dans un deuxième, troisième temps, il y a aussi une colonne qui vous donne vraiment qui vous demande le titre de votre travail, mais ça, ce sera plus tard. D'accord? Et donc, ce serait bien que progressivement, vous commenciez à réfléchir à ça. Vous lisez bien les consignes, d'accord? Vous commencez à réfléchir à ce thème-là, à lire certaines choses, à vous documenter, à parler avec vos collègues, et progressivement à remplir ce document. Et puis, on en discutera. Je vous aiderai aussi à éventuellement trouver des rapprochements entre les groupes, à constituer les groupes, et ensuite à vous apprendre à comment bien rechercher des documents, etc. Et ça on en parlera. Ok? Et comme ça, vous avez quand même déjà ça en tête. D'accord? En sachant qu'au niveau des sources, l'idée, on vous demande effectivement d'avoir plusieurs sources différentes, de types différents. D'accord? Un ouvrage, un bouquin, des sources scientifiques, des sources non scientifiques, etc. Okay?
Question là, par rapport à ça? Alors. Alors du coup, on va reprendre notre petite discussion autour de justement, ben, voilà, comment apprendre à réussir, d'accord? Vous vous rappelez, hein, le constat de base, hein, c'était effectivement en L1, le taux de réussite est pas très haut, et donc on voudrait ensemble améliorer ça. Alors, tout ça, ça passe par, l'année dernière, on a travaillé sur la motivation, qui est vraiment très important. Puis après, maintenant, on va aussi travailler sur une série de techniques un peu plus pratiques, concrètes, pour peut-être essayer de vous organiser ou de travailler plus efficacement. Et donc, de nouveau, rappelez-vous ce questionnaire. Je pense que c'est vraiment important de partir d'un diagnostic, d'accord, personnalisé. Donc pour vous, réfléchissez bien à qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour mettre tous les atouts de votre côté, d'accord, pour ça. Et c'est différent pour chacun. Okay, évidemment qu'on sait, ok, il faut travailler, très bien. Mais moi, concrètement, ok, en fonction de mes contraintes, en fonction de mes compétences, de mes forces, de mes faiblesses, comment je vois les choses et quelles stratégies je peux mettre en place pour maximiser mes chances de réussite. D'accord? Ça, je vous renvoie à votre questionnaire. Alors, ensuite, donc travailler sur les facteurs de réussite. Alors, on a discuté de l'origine sociale, etc. On a bien expliqué que les études permettaient de gommer toute une série d'inégalités. Donc, c'était vraiment intéressant d'essayer de réussir ces études. Alors, on a aussi discuté du fait que, effectivement, l'université, effectivement, demande un certain nombre d'ajustements, okay, par rapport à l'éducation au lycée. Et je pense peut-être la plus grande différence, c'est effectivement le côté de l'autonomie. Le travail personnel à l'université, c'est au moins 50% du temps. Donc, effectivement, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez répondu à la dernière question. Mais clairement, il y a une énorme part du travail personnel et clairement, vous devez mettre au moins autant de temps d'études que de temps pour assister au cours. Donc, il y a vraiment il y a un besoin d'apprendre comment bien s'organiser, et c'est pas forcément évident, il y a des essais et erreurs. On va discuter de quelques méthodes éventuellement pour s'organiser, pour gérer son temps, mais c'est surtout très personnel, c'est surtout chacun qui doit mettre en place ses stratégies de nouveau et voir de quels outils je peux m'aider. Voilà, est-ce que c'est un agenda électronique ou non, est-ce que c'est peu importe, il y a plein d'outils possibles, donc on en mentionnera quelques-uns, mais vraiment de nouveau, autant pour l'étude, l'autonomie est très importante, mais même pour vous organiser, d'accord? Là aussi, en fait, c'est un travail d'autonomie. C'est-à-dire que c'est vous qui devez vraiment bien comprendre qu'est-ce qui vous convient le mieux, étant donné vos qualités, vos contraintes, etc. Mais vraiment, c'est un point important à comprendre. Il ne faut pas que vous attendiez que les choses vous soient rendues obligatoires ou vous soient demandées, etc. C'est vraiment, si vous faites ça, ça va être compliqué. Vous êtes vraiment c'est un monde d'adultes où effectivement c'est vous qui devez être très clair avec vous-même. Est-ce que oui ou non vous avez envie de réussir? Est-ce que oui ou non vous avez envie de maximiser le nombre de compétences que vous acquérez pendant cette année? Et en fonction de votre réponse à cette question, eh bien, voilà, vous prenez les mesures nécessaires.
mais c'est jamais nous qui vous imposerons de travailler X heures ou même d'être présent au cours. D'accord Vous avez remarqué que je ne prends pas les présences. Je suis contre ça à l'université, même si certains collègues le font. C'est vraiment une question, c'est vraiment pour vous. Okay, c'est vraiment une question d'autonomie. Ça, c'est pour l'autonomie organisationnelle. Après, un deuxième point, vraiment important, et que vous allez notamment commencer à travailler avec ce travail, mais tout au long de votre carrière. Pour moi, une des définitions d'un universitaire, c'est vraiment l'autonomie intellectuelle et l'honnêteté intellectuelle. Alors on verra un peu ce que ça veut dire, mais il y a vraiment cette idée qu'un universitaire a un esprit critique, d'accord, est capable de consulter plusieurs sources, d'accord, pour vérifier les dires d'une première source. Okay. Donc ne pas croire la première source que l'on voit. Avoir une capacité de raisonnement logique, d'accord. C'est-à-dire, si j'observe ça, alors nécessairement de A doit découler B et ainsi de suite. Donc avoir la capacité donc une suite dans les idées et d'avoir des enchaînements logiques, d'accord, de réflexion. On verra, on aura une petite section sur effectivement qu'est-ce que c'est le raisonnement scientifique et la logique. Mais c'est vraiment ultra important progressivement, tout au long de votre cursus, de vraiment développer cette autonomie intellectuelle, et y compris vis-à-vis de vos professeurs, d'accord. Donc donc l'idée c'est vraiment que, il y a une série d'inputs qui vous sont donnés dans vos cours, dans les médias, dans vos lectures, et puis progressivement vous vous formez votre propre connaissance, votre propre synthèse de tout ça, et c'est vraiment très important de toujours mettre en perspective ce que vous voyez dans les cours avec ce que vous entendez, ce que vous voyez autour de vous, votre expérience, et ce que vous entendez, ce que vous lisez en dehors de vos cours. Et c'est aussi pour ça que c'est important justement de lire, d'accord, en dehors de cours. Au minimum de suivre l'actualité, de lire des articles d'opinion, etc. Mais aussi, voilà, de discuter avec vos collègues, avec d'autres personnes, d'autres facultés, etc. Vous êtes dans un milieu extrêmement riche. Profitez-en, assistez à des conférences. De nouveau, en gardant en tête vos objectifs, d'accord. Donc l'idée c'est pas de s'éparpiller trop non plus et de ne pas perdre trop de temps par-ci par-là. Mais par contre, plus vous mettez en relief et en perspective les apprentissages de vos cours, d'accord, vous faites se rencontrer les éléments du cours avec des éléments du monde extérieur, plus votre compréhension s'affinera, d'accord. Et dans les examens, il y aura toujours des questions de restitution, d'accord, mais il y aura toujours aussi des questions de réflexion et d'application de ce qu'on a vu au cours à des problèmes contemporains, d'accord. Et donc, plus vous apprenez à faire ça, plus vous deviendrez un véritable universitaire qui a un savoir. Donc investissement, engagement, on en a parlé, et la fixation des objectifs, pour moi c'est aussi fondamental, effectivement. Dès que vous avez l'impression d'être dépassé, de ne plus trop savoir ce que vous faites là, d'avoir le sentiment qu'il y a trop de choses et que vous perdez un peu le sens, rappelez-vous bien, donc imaginez-vous par exemple, ça peut aider de vous imaginer le dernier jour du semestre, d'accord, lorsque vous recevrez vos bulletins. Essayez de visualiser cette émotion positive que vous aurez si vous réussissez l'année. Et puis ensuite, eh bien, vous fixez vous organisez avec des étapes intermédiaires, d'accord. Donc vous dites, ok, alors du coup, dans une semaine, je dois avoir vu ça, dans 2 semaines, je dois avoir vu ça, etc. Pour vous voir progresser. Mais vraiment, c'est important de vous fixer des objectifs à long terme, à moyen terme, pour construire votre parcours et avoir conscience de votre progression. D'accord? Alors, c'est des grands principes, mais je pense vraiment que c'est important de commencer par là parce que il faut que ce soit
c'est vraiment pas de recevoir de manière passive un savoir et de le rendre tel quel à un examen. Ça va pas vous mener très très loin. L'idée, c'est vraiment de plus en plus de vous construire un savoir avec une synthèse la plus personnelle possible et la plus construite possible. Ok, alors, est-ce qu'on fait une pause? Ouais. D'accord. Soit on fait une pause, soit on termine plus tôt. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, qui veut terminer plus tôt? Qui veut faire une pause? Ça, c'est la pression du groupe, évidemment. On aurait dû inverser les questions. Mais par contre, alors si on ne fait pas de pause, donc moi je veux bien, parce qu'effectivement j'ai l'impression que c'était pas très très long la première heure, mais par contre, restez avec moi, d'accord? Vous ne vous endormez pas. Si on a besoin d'une pause, on le dit et on prend une pause pour se changer d'idée. Et donc, si ça vous va, si vous êtes en forme, on continue et on arrêtera à 45. Ça va? On fait ça? Donc vous gagnez même un peu de... Bon, 45 fait 46 hein, avec moi. Alors le métier d'étudiant. Alors, effectivement, d'étudiant universitaire. Donc moi, je vous ai dit, okay, vous êtes entré dans un monde d'adultes, vous n'êtes plus au lycée. Et en fait, moi, je considère que effectivement, c'est pratiquement déjà un métier. En tout cas, c'est quelque chose qui est... où on a besoin de faire des efforts, okay, pour rester dans la course, et qui demande vraiment des compétences et de la préparation. Alors, on peut lister toute une série de tâches, d'accord, importantes pour un bon étudiant universitaire. On pourrait d'ailleurs essayer de dresser un portrait robot de l'étudiant universitaire parfait, d'accord? En réalité, l'étudiant parfait n'existe pas. Donc chacun a son approche de cette année et de son parcours universitaire. Et surtout, tout le monde n'a pas les mêmes, tout le monde n'a pas les mêmes besoins et les mêmes méthodes pour y arriver. Mais il me semble que au minimum, enfin les points ici sur le slide devraient être effectivement valables pour tout le monde. Donc, on a déjà insisté sur le travail personnel, régulier, et ça c'est vraiment c'est la base, d'accord? Si vous ne le faites pas, croyez-moi, ça ne marchera pas, d'accord? Donc j'espère vraiment que tout le monde, alors je sais qu'on est la deuxième semaine, ok? Mais j'espère que tout le monde a déjà commencé à relire les premiers cours, en tout cas à s'organiser. Et l'idée, c'est vraiment que tout au long du semestre, on travaille régulièrement, on relit les notes du cours, on complète les notes du cours avec effectivement de nouveau des lectures annexes, avec des discussions avec des collègues, etc., pour essayer de progressivement, de nouveau, que cette connaissance, elle ne soit plus externe à nous, mais qu'elle soit intériorisée. D'accord? Et ça demande vraiment... Je vais vous donner quelques techniques de mémorisation, par exemple, qui, de nouveau, ne sont pas universelles. Chacun a sa meilleure technique, et vous en avez tous, certainement déjà. Donc, probablement, vous savez déjà ce qui marche pour vous ou pas. D'accord? Mais donc, on discutera de certaines choses qui peuvent vous faciliter la mémorisation. Mais dans tous les cas, donc peu importe la méthode exacte que vous appliquez, mais par contre, il est clair que vous devez travailler régulièrement, okay, et sans qu'on vous le demande. C'est de nouveau, c'est pour vous. Il est aussi clair, deuxième point, que par contre, si vous travaillez en permanence, 24 heures sur 24, ou 18 heures sur 24, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc il faut vraiment vous ménager aussi du temps de loisir et du temps de repos. D'accord? Donc c'est une question de balance. Le temps d'études et de travail doit être plus important que le temps de loisir, ok, pour que ça marche. Mais je le dis sérieusement, il faut vraiment que vous, dans votre agenda,
hebdomadaire, il faut vous ménager du temps de repos et de loisirs. Pourquoi? Mais parce que c'est vraiment à ces moments-là, alors, qui nous permet de un peu lâcher les vannes et donc psychologiquement d'être plus après disponible justement pour étudier. Mais c'est aussi les moments où on fait autre chose, c'est aussi, il ne faut pas croire, mais notre cerveau il continue à tourner. D'accord? Et souvent c'est dans ces moments-là, alors typiquement le sommeil, mais même aussi si vous faites du sport ou de la marche, votre cerveau va continuer à assembler les pièces du puzzle. D'accord? Tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez lu, eh bien les choses. Donc c'est important de laisser aussi du temps au cerveau d'un peu s'aérer et puis d'organiser les choses. Personne, même les génies les plus intelligents, n'est capable effectivement, on n'est pas des ordinateurs. Donc c'est important d'avoir, et même au niveau physique. Okay. Alors, il y a aussi, alors de nouveau, hein, je ne suis pas votre père ni votre grand frère, mais l'hygiène de vie, il n'y a rien à faire, mais ça compte. D'accord? Et ça, il y a plein d'études scientifiques, d'accord, qui ont prouvé l'impact du sommeil certainement, et même aussi de l'alimentation, sur les performances cognitives. D'accord? Donc les performances de raisonnement et de mémorisation. Donc ne négligez pas ça. Alors on a tous des moments de rush où effectivement on doit finir le travail de MCU et que donc on va dormir un peu moins. Mais de nouveau, essayez d'anticiper au maximum, de vous organiser au maximum pour éviter ce genre de problème. Parce que c'est là où vous ferez déjà des erreurs dans le travail, et puis que derrière, vous allez accumuler de la fatigue. Et plus on est fatigué, plus le cerveau ne marche pas. Et parfois, on a l'impression que si on est jeune, on prend du café, tout va bien, ok? Mais non. Même les jeunes, c'est le sommeil est ultra important. D'accord? Je vous assure, hein, moi je m'en fous de nouveau, c'est pour vous, mais il y a plein, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez là aussi faire une recherche documentaire très rapidement. Il y a plein d'études qui montrent ça. Et de nouveau, c'est de nouveau l'idée que pendant le sommeil, le cerveau réorganise les choses. C'est fascinant, hein, si ça vous intéresse, je vous encourage à lire. Le sommeil, il y a vraiment un moment. Donc la mémorisation, par exemple, se fait en grande partie pendant le sommeil. D'accord? Donc si vous dormez pas ou mal, vous mémoriserez moins bien. D'accord? Alors, l'utilisation des ressources universitaires. Donc, pour ce travail, par exemple, clairement, vous irez sur le site de la BU pour consulter toutes les ressources électroniques. D'accord? Par exemple. Il y a énormément de ressources électroniques qui sont à votre disposition sur le site de la BU. Que ce soit, vous avez accès à toute la presse, d'accord, donc tous les journaux quotidiens, hebdomadaires, etc. Alors au TB de la BU, on vous montrera exactement comment on y va, mais déjà vous pouvez commencer à regarder sur la BU. Il y a une ressource qui s'appelle Europress. Ça vous donne accès à tous les journaux, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter vos journaux, vous pouvez lire via le site de la BU. La grande majorité des journaux académiques, scientifiques, d'accord, que ce soit en économie, que ce soit en droit, que ce soit en médecine, sont effectivement à votre disposition aussi. D'accord? Donc il y a un moteur de recherche, vous devez vous connecter avec vos identifiants ENT, mais dès que vous êtes connecté, vous avez accès à ce monde voilà, très riche sur le site de la BU. Et la BU, c'est une des ressources. Il y a plein d'autres ressources universitaires. Il y a des ressources universitaires pour aussi pour le loisir et l'activité physique. D'accord? Vous savez qu'il y a un centre sportif universitaire, il y a des groupes de théâtre, de musique, etc. Il y a des ressources universitaires pour justement renforcement, comme on disait tout à l'heure, de renforcement en langue, etc. Enfin bref, il y a plein de ressources qu'on vous a présentées dans les journées d'accueil. Certaines que vous découvrirez encore. Il y a régulièrement des affiches qui vous annoncent des conférences, des événements, vous recevez des mails. Donc voilà, c'est vraiment aussi des ressources qui vous permettent soit de vous détendre, soit de continuer à apprendre. D'accord? C'est vraiment, de nouveau, vous avez du temps, c'est probablement la dernière fois de votre vie que vous avez autant de temps pour vous former. Et
pas uniquement strictement dans les matières là, que vous avez choisies. Vous pouvez vraiment profiter pour vous ouvrir à différentes choses. Alors, il y a aussi vraiment votre métier d'étudiant. Il y a aussi un point, je pense tout le monde doit passer par là, et c'est important. C'est un peu ce que je disais, d'avoir un objectif assez clair et de se construire progressivement un projet d'études. Alors, vous savez qu'en LEA, vous aurez des options à choisir à partir de la L2, et puis progressivement, après, au master, etc. Et donc, il y a vraiment, vous pouvez aussi suivre certains cours dans d'autres facultés, vous pouvez aller à l'étranger ou pas, etc. Donc, vous avez des choix à faire. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous réorienter, etc. Donc, il y a vraiment un travail de construction de son parcours pour coller au plus près de nos intérêts. Et plus vous serez près de vos intérêts, plus vous serez au clair par rapport à vos objectifs et à ce que vous êtes en train de faire là. D'accord ? Et plus vous serez d'accord avec ça, plus mieux ça se passera. D'accord ? Plus vous serez enthousiaste et ce sera beaucoup moins pesant pour vous de venir au cours, d'étudier, etc. D'accord ? De nouveau, pour moi, c'était vraiment des belles années, et donc je vous le souhaite aussi. Mais pour que ce soit des belles années, il faut aussi qu'il y ait un travail de votre part. Il faut y mettre du vôtre. Il faut que ce soit. Il y a un petit travail, effectivement, pour trouver le sens que vous y voyez. Ça passe aussi par la définition d'un projet personnel, effectivement, et donc c'est pour ça, et professionnel, pardon. C'est pour ça que dans le questionnaire, je vous demandais est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça. Et c'est toujours l'idée, effectivement, plus j'ai un objectif, plus j'arrive à me projeter dans un avenir qui m'intéresse, et bien plus tout ça prend du sens et devient agréable. Même si je pense que vos années-là sont plus agréables que ce que vous vivez après, mais ça dépend des jours et ça dépend mais par contre, effectivement, on a quand même tous envie d'avoir un boulot qui nous plaît, plus ou moins. Et si vous avez choisi ces études, j'imagine que c'est aussi parce que ça vous rapproche plus ou moins de cet objectif. Et donc, voilà, gardez ça en tête. Et progressivement, là aussi, au fur et à mesure des années, ça va devenir de plus en plus clair pour vous. Peut-être à ce stade-ci, vous avez une vague idée, puis tout ça va s'affiner. Vous allez aller à des journées métiers, rencontrer des professionnels, discuter avec vos pairs, progressivement vous rendre compte, vous découvrir une passion pour les statistiques. C'est possible, d'accord, ou pour le droit. Et donc voilà, tout ça va s'affiner. Mais donc c'est important de garder cet objectif de se construire un parcours. Alors, ça revient à ce que je vous disais, qui est vraiment excessivement important pour moi. C'est vraiment la construction de cette curiosité. Vous devez être curieux. D'accord ? Vous devez vraiment vouloir avoir cette soif de comprendre le monde qui vous entoure, d'apprendre des nouvelles choses. Et ça vous permettra de saisir chaque occasion. Et j'insiste encore sur effectivement les lectures. Un universitaire, ça doit au minimum suivre l'actualité, okay, mais aussi abonnez-vous à un magazine, ou allez à la BU et lisez, je ne sais pas, le Courrier International ou The Economist ou des magazines ou le Monde Diplomatique, ou j'en sais rien, mais il y a des hebdomadaires ou des mensuels qui se détachent un tout petit peu de l'actualité quotidienne, qui vous permettent de vous forger certaines opinions. Et puis progressivement, vous lirez certains magazines et vous direz, ça, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec leur analyse. Okay, l'important, c'est de savoir aussi pourquoi et d'essayer de comprendre, par exemple, de détecter des failles dans leur raisonnement, etc., où ça n'a pas l'air très sérieux, très scientifique. Et donc, progressivement, vous allez vous rendre compte que vous développez une propre connaissance et vous allez trouver les ressources qui sont les plus enrichissantes pour vous. Okay, et de nouveau, c'est l'idée de ne pas se limiter à strictement vos cours là, même si effectivement c'est ça qui vous permettra de passer l'année. Donc c'est ça, la première chose, c'est d'être concentré sur effectivement vos cours et la réussite de ces années. Mais vraiment, moi je vous encourage très très fort
à devenir de vrais universitaires. Ok? Alors, réussir, apprendre à apprendre. Donc, alors, de nouveau, c'est quelque chose vraiment qui me fascine personnellement, le fonctionnement du cerveau. Je fais un peu de recherche qui est à la frontière entre économie et psychologie, d'accord, et les sciences comportementales. Par exemple, il y a une étude l'année dernière sur les étudiants des marchés universitaires qui essayait de voir la relation entre anxiété, stress et capacité de raisonnement immédiat, par exemple. Donc, c'est des choses, et c'est vrai que notre cerveau est quelque chose d'extrêmement puissant, mais en même temps avec toute une série de limitations. Et il faut l'entraîner, il faut l'aider à bien fonctionner. Okay? Et typiquement, le cerveau est aussi est bien fait dans le sens où il est aussi entraîné à prendre des décisions très rapides via toute une série de raccourcis. Le problème, c'est que ces raccourcis, donc dans la vie réelle, en général, ça nous permet effectivement parce qu'on a des centaines de décisions à prendre chaque jour, en fait, mais très triviales, d'accord, très banales. Mais, donc si vous deviez réfléchir 5 minutes auprès de peser le pour et le contre pour chaque décision, ce serait compliqué. Donc votre cerveau, il se base sur les habitudes, sur ce qu'il a déjà vu, etc., pour aller très rapidement. Par contre, quand on est dans le domaine de choses, justement, de l'apprentissage universitaire qui est plus complexe, qui demande plus de réflexion, et bien parfois, il faut effectivement apprendre à détecter certains biais qu'on peut avoir dans notre raisonnement, d'accord? Par exemple, typiquement, ne pas se concentrer sur les choses les plus récentes qu'on a lues, ou sur les choses qui sont les mieux présentées, ou sur les choses qui sont les moins complexes. Donc il y a toute une série de biais comme ça qui existent, qui sont naturels, mais lorsqu'on cherche à construire une connaissance complexe, universitaire et objective, d'accord, l'idée c'est effectivement d'essayer de ne pas justement que notre cerveau sélectionne trop, mais de rester au maximum ouvert, et donc il faut un petit peu entretenir, habituer, faire travailler notre cerveau pour améliorer sa plasticité et sa capacité à apprendre. Okay? Alors, le changement de culture scolaire, on en a parlé, hein, donc ça je me trompe pas. Alors, je voulais vous proposer une toute petite activité sur, effectivement, que vous écriviez, que vous réfléchissez pour vous, c'est quoi un bon étudiant, ou c'est quoi réussir. Mais évidemment, avec la discussion qu'on a déjà eue, je pense que je vous ai déjà un peu influencé, donc on va pas la faire, mais quand même réfléchissez pour vous ce soir, ou quand vous voulez. Je pense que c'est important, donc alors je pense que c'était une des questions du questionnaire, effectivement. Donc pour vous, ce serait quoi réussir cette année? Alors réussir, effectivement, le plus banal, c'est avoir plus que 10 sur 20. Okay? Mais je pense qu'on peut, voilà, est-ce que vous seriez satisfait à 100% si ça se passe, et c'est ok, c'est pour vous. Et puis, peut-être, pour certaines personnes, ben, ça va un peu au-delà. Peut-être que réussir, ce serait, y compris, avoir connu 5 nouvelles personnes, avoir des nouveaux amis. Ça pourrait être avoir une meilleure idée du métier effectivement que je veux faire, avoir découvrir des choses dont j'avais jamais entendu parler. Enfin voilà, bref. Donc c'est l'idée de essayer de comprendre de nouveau quel est mon objectif et pour moi pour moi personnellement c'est quoi réussir, en sachant que en gros réussir on peut vraiment effectivement le définir, enfin chacun peut avoir sa définition. On peut vouloir réussir les examens, on peut se préparer aux années suivantes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Okay? On peut chercher à acquérir des compétences et des connaissances applicables, et notamment sur le plan professionnel, d'accord? Ce qui n'est pas non plus la même chose, parce qu'effectivement certains cours
vous donne pas forcément des compétences immédiates, d'accord, devront certainement être complétées et par d'autres choses pour être le plus attractif possible sur le marché du travail. Donc si votre objectif, par exemple, vous pourriez dire pour réussir, ben, en tout cas à la fin de mon diplôme, ce serait de trouver un boulot immédiatement. Okay, ben, ça demande peut-être une préparation un peu différente que de simplement aussi être de se sentir plus intelligent, de se sentir plus mûr, de s'être enrichi, de se sentir mieux, moins stressé. D'accord? Voilà, donc chacun, vous pourriez essayer d'un peu définir ce qui pour vous, plusieurs critères qui vous permettraient de vous dire en fin d'année, ok, je suis content, j'ai réussi. D'accord? Ou j'ai réussi 60% de mes objectifs. Ok? Donc si vous voulez, moi je vous encourage à essayer de vous dresser un peu une liste de critères qui vous permettraient de juger est-ce que oui ou non vous avez réussi votre année. D'accord? Ou au-delà, alors le premier critère pour tout le monde, ce sera effectivement j'ai eu au moins plus de 10 sur 20. Okay. Et puis est-ce qu'on peut ajouter d'autres critères? Okay. Parce que peut-être, même si vous n'avez pas eu 10 sur 20, ça peut arriver, d'accord? Peut-être que par contre vous aurez quand même réussi à faire d'autres choses qui sont vraiment valoriques, qui ont de la valeur, d'accord? Et qui vous permettront peut-être derrière d'avoir mieux compris ce que c'était le travail universitaire, etc., et que l'année suivante, en fait, vous allez super bien réussir. Okay? Donc tout ne serait pas perdu. Et donc c'est important d'avoir comme ça une liste de critères pour pas juste qu'on dise ok, j'ai réussi ou j'ai raté parce que j'ai 10 sur 20 ou j'ai 9 sur 20, mais qu'on ait quelque chose d'un peu plus riche que ça pour évaluer notre année. Et ça, de nouveau, c'est vous qui devez le faire, parce que c'est pas le système universitaire, malheureusement, effectivement, c'est un système d'évaluation classique, où vous avez effectivement cette note. Si c'est 10, c'est bon. Si c'est 10,9, c'est pas bon. Et si c'est 9,9, c'est pas bon. C'est dommage, mais c'est comme ça. Après, effectivement, il y a quand même toujours l'histoire du jury que je vous expliquais. Mais c'est important que vous ayez quand même un peu de recul sur votre expérience. Et alors, il y a, ça c'est un extrait d'une recherche sur donc vraiment la pédagogie universitaire qui a essayé d'identifier des typologies d'étudiants. Je vous ai mis ici le lien de la vidéo, bon c'est un peu long, c'est pas forcément super crucial que vous regardiez, mais par contre, donc ça c'est un peu leur résumé, et ça vaut ce que ça vaut, d'accord? On pourrait faire d'autres typologies, mais donc ils ont interrogé toute une série d'étudiants universitaires en leur demandant effectivement, ben, voilà, vous c'est quoi votre approche, qu'est-ce que vous essayez de faire pour réussir, ok? Et ben, ils ont identifié 3 types d'étudiants, et ben là aussi, ce serait pas mal que vous essayiez de vous placer dans une des colonnes. Alors, il y a des étudiants qui cherchent à essentiellement s'en sortir, d'accord, reproduire ce qui a été fourni dans les cours. C'est l'apprentissage en surface. Alors, ça peut paraître un peu péjoratif en même temps. Voilà, si ça permet de réussir l'année, c'est déjà pas mal. Mais c'est-à-dire que c'est des étudiants qui effectivement ne cherchent pas spécialement à faire tout ce dont je parlais avant, c'est-à-dire à se construire une connaissance propre qui va au-delà des stricts apprentissages du cours. Non, là, c'est vraiment des personnes qui se concentrent exclusivement sur le cours, leur objectif, c'est effectivement d'avoir 10 piles, enfin, en tout cas, voilà, ils ne cherchent pas spécialement à maximiser les connaissances et à avoir le maximum, mais par contre, ils cherchent à passer, à éviter l'échec, et c'est déjà, de nouveau, c'est déjà pas mal, hein, mais, et donc, on essaie de se concentrer sur, de comprendre exactement ce qu'on doit faire, les exigences. C'est les étudiants qui typiquement vont me demander 50 fois effectivement quelles seront les questions d'examen, okay? Et vous avez le droit de me demander ça, c'est normal, okay? Mais donc disons que si c'est votre seule et exclusive préoccupation, eh bien vous êtes effectivement plutôt dans le premier type là, et on
essaye d'être effectivement, du coup, donc c'est des stratégies de par cœur, alors, esclave du cours, ça veut dire que, effectivement, si malheureusement le prof s'est trompé à un moment, et c'est possible de nouveau, eh ben, ces étudiants ne vont pas avoir l'esprit critique pour effectivement aller questionner le prof, aller lire un manuel pour voir si effectivement ce qui est dit et qui semble bizarre est effectivement vrai ou pas. Il y a des personnes qui sont du type plutôt effectivement alors là à chercher à apprendre, à se former plus largement, d'accord, c'est un apprentissage plus en profondeur, qui cherchent à comprendre. Donc ils disent, c'est pas simplement des étudiants qui effectivement répètent ce qui leur a été dit, mais qui comprennent pourquoi c'est comme ça, et donc éventuellement me mentionnent avec d'autres mots, et gardent juste l'essence de ce qui a été dit. D'ailleurs, en termes de notes finales, ça dépend des cours, d'accord ? C'est pas forcé que les personnes qui ont un type qui vise à vraiment une compréhension en profondeur aient toujours nécessairement des meilleures notes, d'accord ? Mais par contre, à titre personnel, c'est sûr et certain que sur le moyen terme, sur l'ensemble de la carrière, effectivement, ils réussiront probablement mieux, et puis certainement après dans leur vie professionnelle et personnelle aussi. Okay ? Mais parfois, effectivement, à court terme, eh bien, si c'est un cours qui demande, il y a certains cours où effectivement c'est surtout de la reproduction, eh bien, voilà, si vous avez parfaitement étudié juste ce qui vous a été demandé, ben, vous pouvez parfois mieux vous en sortir. Bon, néanmoins, évidemment, vous aurez sans doute compris que globalement, un universitaire devrait, enfin, voilà, ma préférence, mais je pense que c'est assez partagé par mes collègues, c'est effectivement que vous cherchiez d'abord et avant tout à comprendre pourquoi, d'accord, et à poser des questions à vos professeurs, et à pas juste accepter comme l'évangile. Alors je sais que vous n'acceptez plus l'évangile, vous, mais comme voilà, que tout ce que dit le professeur est vrai et qu'on ne doit pas chercher, on ne doit pas on a un temps limité, donc voilà. Qui cherchent à se faire aider par les copains, etc. Alors, par contre, c'est pas non plus des personnes, ça peut être intéressant, donc ça veut dire qu'ils mettent en place eux, ils sont probablement pas mal sur l'aspect, voilà, j'ai un objectif et j'établis des stratégies pour y arriver, y compris de gestion du temps, etc. Okay, mais c'est vraiment l'idée, tout ce que je ne peux pas faire moi, d'accord, tout ce que je peux éviter de faire moi et demander à des autres, eh bien je le fais, d'accord. Donc c'est un peu problématique. Et donc moi, je pense que dans ces... Peut-être vous pouvez essayer de vous... Voilà, et probablement vous ne serez pas dans une seule colonne, vous serez peut-être à cheval entre deux, trois. Il n'y a pas un type parfait d'étudiant, même le du milieu qui effectivement a ma préférence, mais ce n'est pas forcément le type parfait. Je pense qu'on a tous besoin d'être un peu stratégique. D'accord ? Par exemple, c'est important que vous identifiez quel cours vous devez travailler plus qu'un autre, parce que effectivement, vous maîtrisez moins ça. Okay ? Et ça, c'est être un peu stratégique. C'est viser la réussite. Mais par des moyens tout à fait, voilà, tout à fait bons qui est le travail. Mais donc, c'est important que vous soyez un peu stratégique. Mais voilà, c'est quand même important que au moins sur le moyen terme, vous développiez cette volonté de comprendre un peu plus à profondeur et de ne pas être effectivement vraiment prisonnier juste de ce qui vous est raconté. Ok, Et de nouveau, alors ça c'est l'idée de l'importance de confronter
l'apprentissage en cours et l'expérience, d'accord? L'expérience ou vos lectures ou vos discussions, ok? Plus vous mettez en opposition, en relation, d'accord, les deux, plus vous retiendrez mieux ce qui est raconté en cours, vous le comprendrez en profondeur justement, et parce que en gros tout ce qui relève de l'expérience, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous discutez, tout ça typiquement c'est des choses qui vont naturellement s'imprégner plus dans le cerveau. Okay? Et donc, alors si vous, le risque c'est que vous en restiez à l'expérience. Okay? Et donc, par contre, si vous faites l'effort de mettre en relation les deux choses, okay? Donc, ce qui m'a été raconté là au cours, à quoi ça s'applique? Est-ce que je peux voir des signes de ça dans la vraie vie? L'avantage, c'est que vous ne faites pas de la physique théorique. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir ou lire ou dans ce qu'on vous raconte. La plupart de vos cours parlent de choses relativement concrètes. Okay? Et donc, plus vous mettez en relation ces éléments-là, plus effectivement votre connaissance sera profonde et votre mémorisation sera bonne. Okay? Donc là, c'est la métaphore de la rotation de la Terre, d'accord? Ce que vous voyez tous les jours, c'est ce mouvement-là, d'accord, du Soleil, qui se lève à l'est, se couche à l'ouest. On a vraiment l'impression que on vit dans une demi-sphère, d'accord? C'est ça qu'on voit. Or, vous avez tous étudié que, ben non, c'est pas ça qui se passe. Okay? On est dans un système où évidemment la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre, c'est une rotation complète. Et par exemple, juste pour rire, hein, mais donc il y a une série il y a des enquêtes intéressantes qui existent. Par exemple, ça c'est l'Eurobaromètre sur le site Eurostat, qui est un des sites très intéressants de statistiques que vous pourrez probablement consulter. Et NSF, c'est la National Science Foundation aux États-Unis. Et donc, qui permet de comparer les connaissances scientifiques de base des citoyens interrogés comme ça dans la rue sur une série de questions. Et vous serez probablement surpris de voir que, par exemple, le Soleil tourne autour de la Terre. Eh bien, il y a quand même pas mal de personnes qui se trompent. Okay? Donc, évidemment, ce n'est pas forcément des universitaires, mais peut-être qu'il y a même des universitaires là-dedans. Et ça, c'est parce que, pourquoi est-ce qu'on observe ce problème? Et vous voyez qu'en Europe, c'est même pire. Hein. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'expérience contredit les connaissances. Okay? Parce qu'effectivement, on ne fait pas l'expérience à part quand on prend l'avion, et encore, c'est très rare de voir la courbure de la Terre. Okay? Par contre, on sait que c'est le cas. Et donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment faire tout ce va-et-vient entre expérience et connaissance. Sinon, c'est l'expérience qui demeure, et souvent l'expérience est trompeuse. Et c'est aussi vrai dans les sciences sociales. Quand vous voyez quelque chose dans la rue ou récemment dans les médias, on a tous tendance à généraliser ça et parfois le traiter comme une loi générale alors qu'on est en train de juste voir un exemple, une anecdote de quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Ça s'est passé comme ça, d'accord, mais il y a plein d'autres cas dans lesquels ça ne se passe pas comme ça. Okay? Et donc, déduire du fait qu'on voit par exemple une agression dans la rue, en déduire que les Aixois ou les Marseillais sont violents. Non, d'accord, et pour ça, il faut effectivement faire ça revient aussi on aura une session sur effectivement la méthode scientifique, et donc là, il y aura un gros enjeu de effectivement s'abstraire des cas particuliers pour développer une connaissance générale, grâce par exemple à une collecte de nombreux points d'observation. Okay? Alors, donc il est 42, je vais quand même juste vous commencer quelques techniques pratiques d'apprentissage. Alors, oui, on peut terminer là-dessus en fait, ce sera pas mal pour commencer le week-end.
je vais vous montrer, alors pour insister sur le fait, sur l'attention. J'ai commencé à vous parler un peu des biais qu'on peut avoir, d'accord, de notre cerveau qui fonctionne. C'est un super instrument, il fonctionne souvent bien, mais en même temps, ça peut parfois nous jouer des tours. Et notamment, penser qu'on peut faire plein de choses en même temps, ok, ce qui parfois est le cas. Donc parfois on peut avoir l'impression que oui, je peux étudier tout le temps, regardant la télévision ou un film, ou tout le temps discutant avec mes colocs, d'accord, ou en regardant Facebook, je sais que vous regardez tout Facebook, eh bien, souvent c'est un mauvais calcul. Alors je vais juste vous montrer, alors est-ce que ça va marcher comme ça, une vidéo. Alors sans doute vous l'avez déjà vu, hein, certains en tout cas. Lisez bien Donc lisez les consignes ici, d'accord. Donc vous devez regarder la vidéo évidemment. Et donc, il y a une question qu'on vous demande, d'accord. Et donc essayez d'avoir la réponse à cette question. Donc ceci est un test de concentration. Il n'y a pas de son, donc c'est visuel. Alors, zut, je vous ai mis la réponse. Combien avez trouvé les bons numéros? Mentez pas, hein. Ça va? Ok, super, bravo. Et est-ce que quelqu'un a vu passer quelque chose de bizarre au milieu? Est-ce que quelqu'un a vu passer un ours dans le groupe? Non? Personne? Non? Moi, j'avais déjà vu la vidéo. Ouais, bah, ok. Et même en l'ayant vu, j'ai toujours. D'accord. Bon. Alors, on va vous remettre le ralenti. Donc, on remet en arrière. Je peux vous remettre la vidéo au début. Ouais. Alors la conclusion, c'est on ne peut pas voir ce qu'on ne regarde pas. Et bon, alors là, en plus, ils l'ont refait effectivement pour une pub pour les sites. Alors ça, donc je vous remets la vidéo au début. Voilà. Elle ne me croit pas. C'est la même vidéo. Non. Et il danse, hein. Et les caméras, c'est visible. Mais c'est pas ça qu'on vous a demandé de regarder les blancs. Et donc forcément, vous savez pas, c'est difficile de se concentrer sur deux choses en même temps. Voilà, c'est ça la conclusion. Et bon, il y a d'autres, oui, il y a d'autres tests comme ça. Mais donc c'est marrant. Donc tout ça pour vous dire que quand vous décidez de vous concentrer, vraiment vous devez vous concentrer sur une tâche, les amis, d'accord? C'est le multitasking, c'est une grande illusion. En fait, le multitasking, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui montrent que parfois on peut le faire, mais ce que fait votre cerveau, c'est qu'il passe très rapidement d'une tâche à l'autre. Mais le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Très très difficile. Et donc ça veut dire que vous allez vous fatiguer encore beaucoup plus, et donc vraiment en général, vraiment je vous conseille de vous concentrer sur une tâche, mais vous dites, ok, je fais une demi-heure de ça, que ça, mais pas plus qu'une demi-heure, et puis après j'irai me boire un verre. Okay, voilà, et donc mettez tout ça en pratique dès ce week-end, et puis on se voit la prochaine. Oui, alors oui, donnez-moi les papiers, et si vous voulez les consignes, sinon vous les trouvez sur le site.